Donc nous sommes réunis, je le redis à l'invitation de l'association Dialogue Franco-Russe, autour d'un thème d'actualité. Il a été formulé ainsi par l'association, le piège ukrainien, le prix de la sécurité européenne. Et je remercie Irina Dubois et ses collaborateurs de m'avoir confié le soin d'animer ce débat sur un sujet passionnant et passionné, pour laquelle nous allons nous efforcer pendant une heure et demie à peu près, de prendre un peu de hauteur, d'injecter un peu de rationalité, pour essayer de tirer la substantifique moelle et les tenants et les aboutissants de ce débat qui ressurgit à nouveau sur le devant de l'actualité, en tout cas européenne. L'Ukraine est de nouveau la cause d'une grande inquiétude en Europe occidentale, où cette fois, un certain nombre de capitales, à l'inverse, multiplient par avance des déclarations alarmistes sur les intentions belliqueuses supposées de la Russie à l'égard de son ex-satellite. Le 19 avril, au sortir d'une visioconférence avec l'ensemble des ministres des Affaires étrangères de l'Union, Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, confie à la presse, sans citer ses sources, il y a un risque d'escalade, dit-il, avec le déploiement de 150 000 militaires russes à la frontière avec l'Ukraine. Il s'agit du déploiement le plus massif auquel nous ayons assisté, dit l'Espagnol. C'est préoccupant, on n'est pas à l'abri d'un incident. Le message est assez limpide. Moscou chercherait à refaire, mais en plus grand, le coup de la Crimée de 2014. Du côté russe, on répond que, évidemment, les intentions sont pacifiques, tout en laissant entendre tout de même qu'on ne laisserait pas l'OTAN et les États-Unis instrumentaliser ce conflit. Conflit intérieur, je vous le rappelle, lorsque, en 2014, pour terminer ce petit panorama introductif, les républiques de Donetsk et Louhansk, à l'est du pays, majoritairement russophones et orthodoxes, se révoltent suite à la destitution du président Yanukovych, qui a été destitué par les manifestants de la place Maïdan, février 2014. Le 22 avril, il y a quelques jours, donc, Moscou déclare officiellement que le retrait des unités massées aux frontières avait commencé. Vous me corrigerez si je me trompe, monsieur le Premier conseiller, enfin monsieur le ministre conseiller, pardon, je vais y arriver. La tension a baissé, même si aujourd'hui des journalistes occidentaux, je fais référence notamment encore à un papier hier soir dans Le Monde, expliquant que la Russie avait encore 130 000 hommes stationnés aux frontières et que la tension était à son extrême en Ukraine. Après ce petit propos introductif, je vous propose, si vous voulez bien, de rentrer dans le sujet par un tour de table sur l'état des lieux, où on en est aujourd'hui, avec les différentes experts qui m'entourent. Et j'espère que vos réponses à chacun susciteront les débats et on pourra lancer les débats. Alors Pierre Laurin, vous êtes, je le rappelais, journaliste, vous êtes spécialiste de la géopolitique d'Europe de l'Est et de la Russie. Un point sur la situation militaire et géostratégique actuelle en Ukraine et aux abords de l'Ukraine. La Russie dit qu'elle elle a organisé des exercices militaires qui étaient annoncés, connus, de grande ampleur, certes. Elle dit même qu'elle avait annoncé qu'elle avait mis en place ces exercices en réaction à l'OTAN. Voilà. Un mot sur la réalité de ces exercices militaires, leur taille et quel est leur objectif. Alors, la taille des exercices militaires ne correspond pas aux 150 000 hommes annoncés par le Catalan Josep Borrell. En fait, c'est nettement moins. C'était prévu de longue date et effectivement, chaque fois que les Occidentaux organisent en l'occurrence l'Alliance Atlantique, l'OTAN, organise des manœuvres aux frontières russes, ça n'émeut personne. Tout le monde considère que c'est normal. En revanche, lorsque la Russie organise des manœuvres sur son territoire, ça gêne tout le monde. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a un deux poids, deux mesures qui est assez déconcertant. Mais ces manœuvres étaient prévues, elles ont été organisées certainement avec un peu d'anticipation, c'est-à-dire qu'elles ont été programmées un peu à l'avance de ce qu'elles auraient pu être, simplement parce qu'il y avait, de l'autre côté de la frontière en Ukraine, une accumulation de troupes ukrainiennes près de la ligne de front qui correspondait peut-être à une dérive, d'autant plus que, disons que la phraséologie des pays de l'OTAN était relativement belliqueuse. Donc, inquiétude peut-être, encore que tout le monde savait très bien qu'on était dans la démonstration et non pas dans la réalité.
à la seule différence que, bien entendu, la démonstration, une fois qu'un certain nombre de forces sont accumulées, on peut passer du quantitatif au qualitatif et déclencher des hostilités sans peut-être le vouloir. On dit d'ailleurs que la majorité des troupes russes déployées donc du côté russe, il faut quand même le préciser, à la frontière ukrainienne, étaient en fait davantage déployées en Crimée, plus que du côté ukrainien de la frontière. C'est vrai ça, ou vous avez des précisions là-dessus? De ce point de vue, en Crimée, il y a un très fort groupement de forces depuis 2014. Même avant, il y avait les troupes de la flotte de la mer Noire qui représentaient entre 20 et 25 000 hommes. Depuis, le contingent varie, mais on peut dire en gros qu'il a été doublé. Mais surtout, ce qui était présent en Crimée, ce sont des armements de défense contre des attaques venant de la mer, essentiellement. Parce que c'est la Crimée qui contrôle la mer Noire. Les manœuvres en question se déroulaient essentiellement dans la partie occidentale de la Russie et notamment dans le territoire de Krasnodar, qui est proche de l'Ukraine, mais comme disait le ministre Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, c'est la Russie et les gens y vivent. Donc on ne peut pas reprocher aux Russes de vivre en Russie. Depuis, on va dire, février-mars, comment dirais-je, la ligne de front entre donc l'Ukraine et les territoires du Donbass c'était à nouveau animé. On évoque une quarantaine, notamment du côté ukrainien, de soldats ukrainiens tués ces dernières semaines. Certains écrivent, je cite, que c'est la tension la plus forte sur la ligne de front depuis 2016. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de l'état de la situation, donc du front intérieur, de la guerre civile, en fait, en Ukraine? Merci bien. Oui, c'est très difficile à quantifier réellement ce qui se passe, parce qu'on a des chiffres qui sont, disons, annoncés par le gouvernement ukrainien. En revanche, les chiffres qui sont annoncés par le côté des autonomistes du Donbass ne sont que très peu véhiculés et connus. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des échanges de feu, il y a des combats sporadiques, qu'ils aient l'intensité, une intensité que l'on n'a pas connue depuis 2016, ça semble un peu exagéré. Je ne pense pas que les escarmouches soient particulièrement graves. Ce qui se passe effectivement, c'est qu'il y a une pression très forte des troupes ukrainiennes. Il y a eu, comme je le disais tout à l'heure, de nombreuses unités qui ont été rapprochées de la ligne de front, et cela crée une pression qui fait qu'effectivement il y a des combats sur la ligne de front même, mais là où il y a le plus de problèmes, de victimes et de dégâts, c'est par les bombardements, sporadiques toujours, mais qui visent essentiellement les républiques autoproclamées de Donetsk et de Luhansk. De l'autre côté, il n'y a pas, du côté ukrainien de la ligne de front, il n'y a pas de grosses localités fortement peuplées, donc les pertes civiles sont forcément moins importantes. Ce que je peux dire, en tout cas d'après le peu que l'on peut déterminer, c'est qu'on est loin du plus fort des combats. 2014-2015, oui. Juste un point, l'Ukraine, c'est à peu près un peu moins de 600 000 km² si on enlève la Crimée, 570 000 km². Qu'est-ce que représentent ces territoires? C'est quoi? C'est un petit quart du territoire, les territoires du Donbass? C'est deux grosses régions ukrainienne, ça correspond peut-être à une de nos 13 régions françaises. Je ne pense pas que... en revanche, du point de vue de la population, ce sont des régions qui sont très peuplées. Et ce qui est très important, c'est qu'elles sont peuplées essentiellement de russophones, de russophiles et de Russes ethniques. Parce que ça, on oublie cette dimension, c'est qu'on parle des pro-russes. Non.
il y avait en Ukraine, au déclenchement des hostilités, 17 millions de Russes ethniques. Le 16 avril, le président ukrainien Zelensky est venu rencontrer Emmanuel Macron à Paris pour solliciter son appui, clairement. Il a donné une interview notamment au Figaro dans laquelle il expliquait sa philosophie, pourquoi il venait voir Emmanuel Macron. Le président français ne semble pas lui avoir répondu favorablement. Je dis ne semble pas. Hein. Il a en revanche fait savoir quelques jours plus tard qu'il avait appelé le président Poutine pour évoquer en particulier l'affaire Navalny. Savez-vous, monsieur le ministre conseiller, puisqu'on se dit tout cet après-midi, ce que se sont dit les deux présidents à propos de l'Ukraine? Un mot, puisque vous êtes au cœur de l'axe, puisqu'il existe toujours, de l'axe franco-russe. Évidemment, si je le sais, si j'ai cette information, je ne peux pas malheureusement partager avec vous. Vous savez, c'est le processus diplomatique. Mais nous apprécions les positions de la France en tant que médiateur, intermédiaire, comme nous, comme la Russie, dans le format de Normandie. On exige peut-être un peu plus, et nous le disons très ouvertement. Le format Normandie, c'est donc la France, l'Allemagne, la Russie et l'Ukraine. Voilà. On exige peut-être plus de pression de la part de nos partenaires français et partenaires allemands sur Kiev, pour que Kiev remplisse les engagements, les obligations selon les accords de Minsk, qui sont la base du règlement. Et nous le disons très ouvertement à nos partenaires français. Nous exigeons peut-être plus d'implication. Par exemple, je ne sais pas si vous le savez, la semaine dernière, le 20 avril, des radicaux ukrainiens ont fait une manifestation vraiment dégueulasse devant l'ambassade russe à Kiev, en bloquant l'accès central à l'ambassade, en déroulant les pancartes avec des insultes à l'égard du président russe, à l'égard de la Russie. La police était présente, la police ukrainienne était présente, mais elle n'a rien fait. Une provocation, donc. C'est une provocation, oui. Donc, nous exigeons, nous attendons. Nous avons fait, comme la Russie, les protestations, mais nous attendons de la part de nos partenaires qui, comme nous, s'efforcent à créer les conditions pour le règlement de cette crise, de faire la pression sur Kiev pour que ça ne se passe plus. Alors, vous ne m'avez pas répondu, mais je comprends. Emmanuel Macron, prudent, pas prudent, vous êtes prudent. Oui, nous sommes très prudents. Mais nous coopérons, c'est ce que je veux dire, nous coopérons avec la France très étroitement sur toutes les questions concernant le règlement du conflit en Ukraine, à tous les niveaux. Au niveau présidentiel aussi. Cela, je vous le confirme. Merci beaucoup. Juste pour prolonger avec vous, monsieur le ministre conseiller, donc vous avez rappelé un certain nombre de choses, de faits. Vous avez expliqué qu'il fallait donc revenir à la diplomatie, au format Normandie, ce fameux format diplomatique qui est né pas loin d'une plage de débarquement en 2015, je crois. 14, hein, c'est ça, lors des commémorations du débarquement sous l'égide de François Hollande d'ailleurs. Comment Moscou lit ce regain de tension, ce regain justement de provocation, pour employer votre mot, ces dernières semaines? Comment Moscou lit-il c'est ce qui vient de se passer là, la période qu'on vient de traverser? Tout d'abord, merci beaucoup pour cette possibilité d'intervenir sur un sujet si important, de si grande actualité comme la crise ukrainienne dans le contexte de la sécurité européenne. Et c'est sur ce volet de la sécurité européenne que je voudrais me concentrer. La situation est critique, vraiment. La plupart des mécanismes censés de garantir la transparence, la confiance, la stabilité en Europe sont en panne.
Ça suffit de rappeler le traité sur les forces conventionnelles en Europe, le traité sur les forces nucléaires intermédiaires, FNI, la coopération au sein du Conseil Russie-OTAN qui est bloquée absolument, la coopération sectorielle Russie-Union européenne est bloquée. Maintenant, en mai, c'est le tour, peut-être malheureusement, du traité sur le ciel ouvert. Au lieu de coopération qui est prévue par ces formats, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons la politique agressive de confrontation à l'égard de la Russie menée par l'Occident. Je parle de l'Occident en général, mais c'est surtout l'OTAN qui l'incarne. L'OTAN a proclamé la Russie la menace et l'adversaire. Et dans le cadre de cette politique, à l'égard de la Russie, qu'est-ce qu'on voit? On voit les sanctions, la pression diplomatique, la pression militaire, la pression politique, les expulsions, etc. Pourquoi cette politique? Il faut demander aux dirigeants occidentaux. Moi, j'ai mon opinion, c'est que l'Occident et surtout les États-Unis n'ont pas l'intérêt d'avoir la Russie forte qui mène une politique indépendante. Ainsi que les États-Unis n'ont pas l'intérêt d'avoir l'Europe qui coopère avec la Russie, et n'ont pas l'intérêt d'avoir une Europe forte, une Europe avec la politique indépendante. Qu'est-ce qui... La question sur l'Ukraine, quel est le lien de la situation ukrainienne avec tout ça? Le conflit en Ukraine est utilisé pour justifier cette politique, cette tentative ce sont les tentatives de contenir la Russie. Il n'y a pas de mot de traduction en français, c'est la politique de containment en anglais, de containment de la Russie. C'est pas le 2014, ça a commencé bien avant. Moi, je peux rappeler 2008, vous vous souvenez, en 2008, c'est l'année où, après les engagements en faveur de l'OTAN en faveur de Tbilissi, la Géorgie a commencé à se lancer dans une aventure militaire. C'est grâce à l'intervention de la Russie et à l'appui de France, oui, qu'on a pu endiguer, on a pu éviter que cette crise géorgienne devienne une crise européenne de large envergure. Mais il semble que c'était une répétition de la crise ukrainienne. À cette époque-là, nous avons proposé comment éviter ces dérives en futur. Nous avons proposé d'adopter un traité sur la sécurité européenne qui fixerait juridiquement les principes des relations entre les États. Les principes les plus simples qui existent déjà, mais qui souvent sont négligés. Le respect de l'indépendance, le respect de la souveraineté, l'engagement de ne pas assurer sa propre sécurité au détriment de la sécurité des autres, un engagement selon lequel aucun État ou aucune organisation internationale, OTAN, ne peut avoir un droit exclusif du maintien de la paix et de la sécurité dans l'espace euro-atlantique. Quelle était la réaction? Négative. Négative. On a eu l'élargissement, la poursuite de l'élargissement de l'OTAN vers l'Est, le renforcement de l'infrastructure militaire de l'OTAN à la proximité de nos frontières. Et on est arrivé à 2014 avec ça, à la crise en Ukraine. Mais qu'est-ce que c'était cette crise? Les États-Unis et certains pays européens ont soutenu et ont participé directement à un coup d'État
Un coup d'État qui a renversé... Ce que je vous propose, je vais vous couper de manière très discourtoise. Ce que je vous propose, c'est que vous avez bien rappelé le cadre dans lequel la diplomatie russe inscrit en fait ces derniers soubresauts d'actualité autour de l'Ukraine. On va continuer le petit tour de table sur l'actualité, puis on reviendra ensuite sur ces sujets, sur Maïdan, etc., si vous le voulez bien. Henri Malos, une question directe politique sur l'actualité. Je reviens toujours à mon tour de table. On a vu la diplomatie bruxelloise et Joseph Borrell beaucoup plus timoré, timide, quand il s'est agi de défendre les États membres confrontés à des problématiques de sécurité. Je pense notamment à la France confrontée à une montée d'agressivité turque en Méditerranée au printemps dernier. On l'a senti beaucoup moins enclin à des déclarations bout de feu. Comment expliquer ce regain qui représente Joseph Borrell? Parce que finalement, l'Europe semble... c'est une vraie question. L'Europe semble assez divisée entre des capitales relativement agressives et des capitales plus prudentes. Il n'y a pas de consensus. Je dirais qu'à votre question, je crois que le ministre conseiller de la Fédération de Russie a très bien répondu. La Russie est depuis 2008, même un petit peu avant, redevenue le bouc émissaire de ce qu'on appelle l'Occident et l'Union européenne. Je dirais par manque d'imagination. Vous savez, moi je suis un Européen convaincu, j'étais président d'une institution, maintenant je ne le suis plus, donc j'ai une parole libre. Je dirais par facilité ou pour différentes raisons, parce qu'il y a des pressions, continue à appliquer une politique de double standard, de deux poids, deux mesures, et la Russie en est victime. Donc je crois qu'il ne faut pas accorder plus d'importance à ces déclarations que d'être simplement le reflet d'une attitude générale qui est que, effectivement, on ne laisse rien passer avec la Russie et on laisse passer beaucoup d'autres choses avec beaucoup d'autres pays. Vous avez cité la Turquie, je pourrais parler de la Chine ou d'autres pays. Ça, c'est la réalité. Vous m'avez quand même glissé à l'oreille en préparant ce débat que, en tout cas, ce qui est clair, c'est que la problématique de l'adhésion à l'Union européenne est au cœur du sujet qui a eu lieu en 2013-2014 en Ukraine. Donc, si ce n'est Bruxelles, du moins la politique de l'Union européenne vis-à-vis de l'Europe de l'Est est au cœur, a été un facteur déclencheur, largement contributeur de ce qui s'est passé à Maïdan, etc. Donc, il y a bien quand même un vrai sujet, Bruxelles, Europe de l'Est. Alors, moi, je vais vous dire même plus, ça va sûrement surprendre certains, pour avoir vécu toute cette période de l'intérieur. J'ai participé au sommet du partenariat oriental à Vilnius en novembre 2013, là où tout s'est noué. Je suis même intervenu devant le président Yanukovych, qui était à côté de moi, François Hollande, Angela Merkel et d'autres. Et bon... président d'une petite institution, donc j'ai eu 3 minutes, mais j'ai eu le temps de dire, demander à l'Ukraine de choisir entre l'Europe et la Russie, c'est comme si on vous demandait à vous, chacune et chacun d'entre vous, de choisir entre son père et sa mère. Bon, c'était un effet de tribune, mais ça voulait dire ce que ça voulait dire. Je considère que l'Union européenne, l'Europe, a une responsabilité lourde dans la tragédie qui est celle que vit aujourd'hui l'Ukraine. Elle a une responsabilité parce que, en voulant forcer ce choix, on a mis le président Yanukovych dans une position difficile. Vous savez qu'il a refusé l'accord de partenariat et c'est ce qui a provoqué la colère de Maïdan, de la société civile, différentes forces dont on pourrait parler aussi. Moi, j'ai pas d'informations spécifiques sur le déroulement des événements, même si j'y étais, mais j'y étais plus pour témoigner et pour parler de paix qu'autre chose. Mais il y a une responsabilité très lourde, malheureusement, de l'Union européenne. Juste un mot quand même, parce que ce sont des choses qui sont peu connues. Sachez que quand il y a eu, parce que moi j'étais déjà j'étais à ce moment-là
dans cette position quand il y a eu des négociations entre l'Union européenne et l'Ukraine pour cet accord de partenariat. La Russie souhaitait être associée à ces négociations. Et moi, j'avais d'ailleurs dit un jour devant le commissaire européen en charge de ces négociations, un Tchèque, Stefan Füle, je lui avais dit, il n'avait pas aimé d'ailleurs, mais que ça me semblait normal et bon et bénéfique pour l'Europe, pour l'Union européenne. L'Union européenne a refusé, et en forçant ce choix, on a divisé l'Ukraine, car on sait bien, l'Ouest, l'Est, les raisons historiques, enfin plein de réalités. Donc quand vous avez un pays divisé, si vous accentuez les divisions, vous provoquez une tragédie. Je voudrais juste terminer là-dessus pour dire que toute cette histoire, c'est bien entendu un piège, c'est bien entendu une grosse responsabilité de l'Union européenne, mais avant tout, c'est une tragédie pour l'Ukraine et pour son peuple. C'est une tragédie humaine. Il y a quand même des 15-20 000 vies perdues, sans compter les blessés, les personnes blessées, estropiées, handicapées à vie, des familles déchirées, des deuils dans des familles, de la haine qui naît de ça, parce que vous avez quelqu'un de votre famille qui a été tué au front et vous avez de la haine forcément pour l'autre partie. Mais c'est une tragédie économique. Vous savez que l'Ukraine a perdu à peu près 50% de son produit intérieur brut depuis l'année 2013. Donc cette tragédie aurait pu être évitée et l'Union européenne en a une lourde responsabilité. Pour terminer ce panorama, Anne-Laure Bonnel, vous êtes donc, je le disais, documentariste. Vous avez été plusieurs fois là-bas, plusieurs semaines, des séjours de plusieurs semaines. Voilà. Le dernier, c'est celui-ci. Oui, vous pouvez annoncer les derniers. Oui. Voilà, et vous réitérez donc un documentaire qui sort là en ce moment. Voilà, sur ce qui s'est passé au Karabakh. On peut le voir où, ce documentaire? Vous pouvez le voir sur Spicy pendant un certain temps, illimité. Il va être diffusé dans plusieurs mairies, très certainement au Sénat. Et j'en dirai davantage au fur et à mesure pour ceux que cela intéresse. Toutes ces informations seront disponibles sur Internet. Revenons au Donbass. Vous dénoncez, vous, Anne-Laure Bonnel, une omerta dans les médias occidentaux, en particulier les médias français, sur le traitement de ce conflit. Vous dites que les médias français sont prompts à se rendre du côté ukrainien du conflit, mais pas beaucoup du côté des sécessionnistes. Pourquoi finalement, vous qui n'étiez pas une spécialiste, vous êtes intéressé à ce sujet-là? Et racontez-nous ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu de ce conflit. Henri Malos a défloré le sujet en disant que c'était un conflit qui avait été très meurtrier. Moi j'ai des chiffres qui valent ce qu'ils valent, 13 000 victimes, 1,5 million de déplacés, une intensité jamais inconnue par certains côtés depuis 1945. On parle notamment de violents combats d'artillerie. Voilà. Pourquoi vous êtes parti là-bas? Qu'avez-vous appris? Est-ce que vous êtes toujours en contact avec les gens que vous avez rencontrés là-bas? Que disent-ils, si oui? Un mot sur ce qui se passe au Donbass. Alors, pour commencer, je vous remercie de m'accueillir. Je me permettrai, avant de répondre à votre question, de revenir sur ce que monsieur le ministre conseiller a pu dire sur le sentiment d'agressivité de l'Europe envers la Russie. Je vais prendre très peu de temps, mais j'aimerais relire une déclaration de Joe Biden du 17 mars dernier, qui est à mes yeux particulièrement choquante. Le sentiment d'agression que peuvent ressentir, non pas le gouvernement, mais les Russes en général, s'exprime et est tout à fait légitime. Je cite, vous me permettez? Je vous en prie. Je vous remercie. Interrogé par un journaliste de la chaîne ABS le 17 mars, Joe Biden a promis à Vladimir Poutine de lui faire payer le prix de ses agissements, estimant au passage qu'il était un tueur et qu'il n'avait pas d'âme. Ce faisant, menaçant le nouveau président américain, a aussi déclaré « Je ne vais pas annoncer ce que je vais faire, mais il va comprendre ». Ce sont des mots d'une extrême agressivité. Et il est inutile de préciser que cette interview a été mûrement préparée
et qu'il ne s'agit pas de dérapage de la part de Joe Biden, qui, selon certains, se serait laissé surprendre par la question de ce journaliste. Hein, on sait bien que c'est un vieux routier, pardonnez-moi, de la République qui sait parfaitement se contrôler et contrôler sa communication. Donc je n'y vois aucun hasard. Je répète, traiter le président de la Fédération de Russie de tueur de la part de Joe Biden, si ça, ce n'est pas un déclenchement des hostilités de la part du gouvernement américain, donc de l'OTAN, dans un silence quasi absolu des médias européens, je ne sais pas ce qu'il faut. Voilà, je tenais quand même à rappeler, hein, c'était il y a quelques jours, on a rarement entendu une telle agressivité. Alors, et je me demande quelles auraient été les réactions si le président Poutine avait tenu de tels discours. On va revenir sur les mots et les actes, parce que bon, les mots c'est une chose, les actes sont toujours aussi intéressants à regarder de près. Peut-être je vous propose quand même de revenir sur le Donbass. Voilà, est-ce que vous avez des contacts aujourd'hui? Qu'est-ce que vous disent les gens qui sont là-bas? Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce conflit que vous avez donc mis en image? Un mot sur la situation au Donbass hier et aujourd'hui. Avant tout, pourquoi je suis partie, hein, c'est la question, exact. Puisque vous me demandiez, vous n'êtes pas une spécialiste. Alors, heureusement que les journalistes qui se rendent sur place ne sont pas tous spécialistes des questions, sinon il y aurait très peu de films et de déplacements. Heureusement que je suis ni russe ni ukrainienne, parce que s'il fallait être de telle ou telle nationalité pour faire un film, il y aurait très peu de films qui sortent. Pour commencer. Donc, je suis partie à l'occasion de deux constats. La déclaration du président Porochenko, qui d'ailleurs ouvre le film et qui était extrêmement choquante pour un président qui souhaite intégrer l'Union européenne, voire l'OTAN, qui exprimait devant le Congrès que les habitants du Donbass termineraient dans des caves, que les enfants n'iraient plus dans les écoles et que les retraités ne toucheraient plus leur retraite. Comme vous le savez, le Donbass a été très rapidement isolé, les retraites n'ont donc plus été payées, les enfants ont terminé dans des caves et le gouvernement ukrainien a bombardé sa propre population. On a fait passer ça très rapidement pour une invasion terroriste. Écoutez, ce sont l'artillerie américaine, je vais ressortir certains chiffres, et ukrainienne qui ont bombardé la population du Donbass. Qu'ils aient des valeurs, ce n'est pas à moi de juger, qu'ils aient des valeurs où ils se sentent peut-être plus pro-russes, n'oublions pas l'Union soviétique, qu'ils se sentent plus proches de la Russie que de l'Europe, eh bien, c'est leur droit, et cela ne légitime en aucun fait de bombardement d'une extrême violence que j'ai pu constater. Secondo, si je puis me permettre... On est quand même... Oui, juste un mot là-dessus. Il y a eu voilà, l'artillerie des deux côtés, enfin... Bon, attention. Après, on est dans la guerre, on est dans la guerre de l'information. Oui, bon. Certes. Mais ce que j'ai pu constater, parce que je travaille beaucoup mes dossiers, hein, voilà, parce que faire un film sur la Russie, c'est être prêt à se prendre de nombreux coups, croyez-moi. Nombreux. Donc, je n'ai pas le droit à l'erreur quand je fais un film. Sinon, je peux vous dire que toute la presse française me tombe dessus. Le problème de ce conflit, c'est qu'il a été très mal médiatisé et surtout biaisé. Hein, on parlait de la présence russe. Évidemment qu'il y a eu une présence russe. Mais est-ce que vous savez que 300 soldats américains ont entraîné 900 soldats de la garde nationale ukrainienne? Que le bataillon Azov a été responsable de plusieurs exactions? Alors que plusieurs articles dénonçaient l'intervention russe en Crimée et dans l'est de l'Ukraine, l'aide militaire de Washington n'est jamais discutée ni interrogée, ni par les pouvoirs publics, ni par les médias qui y consacrent très peu d'articles.
Donc, la guerre de l'information, la voilà, c'est à quelles informations nous pouvons avoir accès. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il est extrêmement difficile d'apporter un autre regard. Le travail du journaliste, c'est d'arriver de parvenir à faire un 360 degrés et de donner la parole à chacun pour tenter de comprendre. Si vous n'avez qu'un regard et qu'un point de vue, comment retranscrire la réalité des faits. Ces informations-là, moi, j'aurais apprécié les entendre par déontologie et en accord avec les accords de Munich. Ce qui caractérise un journaliste, c'est son devoir de tâcher au mieux de découvrir, ce qui est très difficile, la vérité, de s'en approcher, mais en tout cas de ne pas sous-alimenter la quantité d'informations. Merci beaucoup pour cette tranche donc de vécu entre Paris et le Donbass. Ce que je vous propose, après avoir fait un tour d'horizon, c'est peut-être d'ouvrir des questions larges. Effectivement, on a une vision très, très faussée du Donbass. C'est vrai qu'il y a eu une aide russe aux autonomistes. Au départ, c'était des indépendantistes. Mais ils ont vite compris qu'ils n'auraient pas l'indépendance et qu'ils ne seraient pas rattachés à la Russie. Ça, je pense que la diplomatie russe leur a bien fait comprendre. Donc, leur revendication aujourd'hui, c'est l'autonomie dans le cadre de l'Ukraine et seulement l'autonomie. Et au moment des hostilités, le plus gros des bombardements se sont faits par les Ukrainiens contre les villes de Donetsk et de Lugansk. Et vous savez, on parle d'1,5 million de déplacés, c'est-à-dire de gens qui ont fui. Qu'est-ce que vous penseriez si, en 1940, au moment du Blitzkrieg allemand contre la France, tous les réfugiés qui sont partis, au lieu de venir dans les parties, dans la France qui n'était pas touchée, étaient partis vers l'Allemagne. Ce serait incompréhensible. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé dans le Donbass. C'est-à-dire que les réfugiés sont allés, pour les 2/3 à 3/4, en Russie. Parce que c'était là qu'ils pensaient être en sécurité, et pas en Ukraine. Et ça, je crois que c'est un élément dont il faut tenir compte. Par ailleurs, en ce qui concerne, on parlait tout à l'heure du déclenchement de la crise, et ça, je crois que c'est très important. J'y ai consacré de nombreuses pages dans mon livre sur l'histoire de l'Ukraine. Il faut comprendre qu'au moment où la signature de l'accord d'association allait se faire, les Européens ont fait comprendre, enfin Bruxelles a fait comprendre à Yanukovych que ce n'était pas du tout sûr que l'on signât à Vilnius parce que certaines conditions n'avaient pas été remplies. Que par ailleurs l'Ukraine s'attendait, en signant l'accord, à avoir certains arrangements, en particulier financiers, de l'Union européenne, de manière à passer le cap, puisque 25 à 30% de leur commerce et de leurs relations économiques étaient avec la Russie, il fallait compenser cela. Or, l'Union européenne n'a rien voulu entendre, et tout ce qu'elle a concédé, c'est un accord de macroéconomique de stabilisation de 610 millions d'euros, alors que les Ukrainiens attendaient 20 milliards. Ça, je crois que c'est également un point qui est très, très important. À partir du moment où Yanukovych est arrivé à Vilnius et qu'il n'était pas sûr de pouvoir signer, il est clair que la veille, il a dit « moi, je ne signerai pas ». Et je pense que chacun d'entre nous aurait fait la même chose. J'ai juste une question. L'histoire de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, c'est quelque chose qui est toujours dans le calendrier à Bruxelles ou pas? Ou on en est où? Non, il n'y a aucune perspective d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Il n'y a même pas de candidature, d'ailleurs. Donc c'est quelque chose qui n'est pas... Vous savez très bien dans quelles difficultés se trouve aujourd'hui, difficultés existentielles se trouve aujourd'hui l'Union européenne.
Il y a l'exception des pays des Balkans, parce que le processus avait été engagé. Il y a quelques pays qui ont obtenu le statut de candidat, qui ont commencé à négocier. Bon, c'est la Serbie, Monténégro, mais l'Ukraine, il n'en est pas question. Et à mon avis, il n'y a pas de perspective vis-à-vis de l'Union européenne à moyenne échéance. Il n'y a pas de perspective. Je rappelle que l'accord d'association, l'accord de partenariat, comme mon voisin l'a très très bien dit, effectivement, la raison aurait voulu que, et moi j'avais plaidé en ce sens près de Stéphane Fulet et autres, que l'Union européenne associe la Russie, parce que sur l'aspect commercial, en raison des relations très fortes entre l'Ukraine et la Russie à cette époque-là, il aurait été tout à fait normal d'imaginer soit un système de compensation au profit de la Russie, parce que s'il y a une exclusivité du commerce entre l'Union européenne et l'Ukraine, forcément ça allait couper des relations traditionnelles, soit qu'on allait inclure peut-être la Russie dans certains dispositifs, ce qui était une autre option. Et moi, j'avais proposé, d'autres que moi, pas le seul, ce genre d'option. Mais il y avait vraiment un blocage idéologique qui, à mon sens, d'ailleurs, et là je le dis aussi, est très hypocrite, car on a fait miroiter, et on fait encore miroiter à l'Ukraine, une possibilité d'adhésion à l'Union européenne, tout en sachant que ça ne se produira pas, je dirais, de notre vivant. Il faut être réaliste. Dans les 20 ou 30 ans qui viennent, si l'Union européenne existe encore à ce moment-là. Donc, je trouve que là, il y a une très grande hypocrisie, il y a toujours une très grande hypocrisie du côté de Bruxelles. Et comme je le dis, mais je le répète, la victime de cette crise, c'est l'Ukraine, ce sont les Ukrainiens et le peuple ukrainien. Et d'ailleurs, l'ancien directeur du renseignement militaire français, le général Gomard, avait donc, lors d'un rapport, attesté, à contrario de Washington, l'absence de présence militaire russe. Alors après qu'il y a eu des instructeurs ou autres, ça c'est une autre question, mais il n'y avait pas de présence russe. Et d'ailleurs, étonnamment, M. Gomard a été remercié de ses fonctions peu de temps après avoir fait cette déclaration. Non, ça c'est une coïncidence. C'est une coïncidence, je peux vous confirmer. La présence militaire russe, il n'y en a pas. Mais la présence russe, avec la langue, avec les russophones, avec les Russes là-bas, il y en a. Et sans le soutien, et le soutien russe aussi, sans le soutien russe, avec le blocus économique que Kiev a fait, c'est l'étranglement de la population. C'est la question de la vie et de la mort, avec les bombardements et avec le blocus économique. C'est ce que et nous poussons, nous essayons de pousser nos partenaires européens de convaincre les Ukrainiens de lever, de cesser les bombardements, cesser de tuer les gens et lever le blocus. Alors ça c'est Minsk 2, monsieur. C'est aujourd'hui, oui, c'est aujourd'hui. Ouais. Ça se passe aujourd'hui. Oui, selon Minsk, Minsk prévoyait la reprise de la coopération économique, des liens économiques entre Kiev et Donbass, qui n'est pas le cas. Et un statut d'autonomie pour le Donbass Pour le moment, il n'y a pas de statut. Non, mais la discussion. Et c'est le charnier, c'est la clé, du règlement. Voilà. Mais les accords de Minsk II prévoyaient une discussion sur... non. Ils prévoyaient l'inclusion dans la constitution ukrainienne de l'autonomie de Lugansk et de Donetsk, mais également éventuellement de la Transcarpathie, de la Bukovine, etc. Oui. Le statut spécial, l'autonomie, avec un dialogue avec les zones concernées, avec les zones de Donbass. Et moi, je voudrais arriver à ce point-là, parce que aujourd'hui, nous voyons beaucoup de tentatives, de beaucoup de partis, de présenter la Russie en tant qu'une partie en conflit, ce
qui n'est pas vrai. Pourquoi cette tentative? Parce que Kiev ne veut pas dialoguer avec Donbass. Mais c'est la clé du règlement, parce que ce sont les deux parties en conflit qui devraient s'entendre sur les conditions de leur coexistence future dans le même État. Vous vouliez intervenir? Le dialogue direct entre Donbass et Kiev a été engagé il y a quelques mois, mais ça ne mène nulle part pour le moment. Alors, juste, je voulais vous poser quand même ma question, si vous le permettez, et ensuite, je passe la parole à Henri Malos, mais vous voyez que voilà, la mayonnaise, comme on dit, a pris. Est-ce que, peut-être vous ne pouvez pas me répondre, est-ce que la question d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne fait partie des lignes rouges à Moscou? Ce n'est pas une ligne rouge. Les lignes rouges sont la sécurité et les intérêts vitaux de la Russie. Si on reprend ce qui a été dit récemment. Mais moi, je suis absolument d'accord avec vous, avec la situation de 2013-2014, les discussions sur l'accord de l'association entre l'Union européenne et l'Ukraine. Nous aussi, la Russie a proposé une réunion à trois, l'Union européenne, la Russie et l'Ukraine, parce que c'était une question économique, commerciale aussi. L'Ukraine avait des engagements avec la Russie. Et l'Union européenne l'a mis dans la condition de choix entre la Russie et l'Occident. Moi, ce que je voulais dire à ce stade quand même, c'est peut-être, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait uniquement des idées pessimistes. C'est mettre peut-être dans le débat maintenant, à ce stade, quelques points d'optimisme. Moi, je suis d'abord, vous m'excuserez, un optimiste invétéré, j'y peux rien, c'est comme ça. Même au plus fort de Maïdan, alors que j'y étais, parce que bon, mon institution m'y avait envoyé, bon, d'autres choses aussi, ça a suscité d'ailleurs quelques malentendus sur ma présence, mais j'ai essayé, nous avons même fait des réunions entre la chambre civique russe, vice-président, le président c'était M. Velikov à l'époque, qui m'avait envoyé son vice-président, l'équivalent ukrainien et moi-même, président à l'époque du Conseil économique et social européen. Bon, c'était sûrement pas le moment. Mais le dialogue est indispensable, et notamment ce dialogue à trois. Moi, j'étais à Kiev il y a un mois. Et je peux vous dire que malgré les déclarations, malgré les tensions, je crois qu'il y a quand même une partie importante de la population, et pas seulement à l'Est, aussi à l'Ouest, aussi à Kiev, qui est bien consciente qu'il n'y aura pas de solution militaire, qu'il n'y aura pas de solution par des provocations, que fermer un centre culturel russe ou fermer des télévisions, c'est pas ça qui va amener ni la paix, ni le progrès, ni une solution. Qu'il faut revenir aux accords de Minsk, vous avez tout à fait raison, et notamment à la décentralisation en Ukraine, ce qui est en général une bonne chose, donner l'autonomie. Ça se fait, beaucoup de pays de l'Union européenne octroient des statuts à différents types de régions. Je dirais bien, moi je suis corse, hein. La Corse bénéficie d'un statut particulier, il y a une assemblée de Corse, ça n'existe pas dans les autres régions françaises, donc même la France, pays jacobin et centralisé s'il en est, peut permettre ce genre d'avancée. Donc l'Ukraine doit faire ses réformes, et tout le temps perdu, ce sont des vies perdues et c'est des tensions perdues. Il y a un certain nombre d'amis à Kiev qui essaient de relancer le format Normandie, non seulement au niveau des chefs d'État et de gouvernement, mais aussi au niveau parlementaire, par exemple le parti pro-life de Viktor Medvedchuk. Et je trouve que c'est une excellente... Il y a des parlementaires français, des parlementaires russes, des parlementaires allemands qui sont prêts à s'engager. Je trouve que c'est une façon aussi d'accompagner ce processus, d'engager aussi la société civile, parce qu'il faut que ce soit un dialogue au-delà des chefs d'État et des diplomates, excusez-moi, mais au-delà, parce que c'est une volonté de paix. Alors c'est un problème qui concerne effectivement
essentiellement l'Ukraine. L'Ukraine est la grande victime économique, sociale, humaine de ce conflit. Mais je dirais qu'au-delà, et je termine, au-delà, il faut peut-être revenir à l'essence du problème et revenir à revoir les questions. Il y a les questions du Donbass qu'il faut régler parce que il y a une forme de guerre, il y a des victimes, et il faut aussi prendre de la hauteur. Et si on prend de la hauteur, c'est regarder les relations entre l'Union européenne, l'Ukraine et la Russie, et prendre ça dans un ensemble, non pas comme l'Ukraine, une pomme de discorde entre les Européens et la Russie, mais comme un pont, comme un lien. Parce que je reviens je m'excuse à cette petite phrase, ne pas choisir son père ou sa mère, mais je pense que obliger l'Ukraine à faire des choix, c'est diviser l'Ukraine, c'est provoquer des tensions, c'est provoquer la guerre, et c'est ce qu'on a vu. Donc il faut revenir, et en reprenant de la hauteur, dans un dialogue à trois, je pense qu'on peut trouver une solution, mais le temps presse, et que de temps perdu. Le problème, c'est que le dialogue n'est pas à 3, mais à 4. Et que... On parlait des États-Unis. Hein, j'allais y venir. A priori, oui. Parce qu'on a évoqué tout à l'heure un conflit global. Anne-Marie Bonnel en a parlé également. Je pense qu'il faut quand même en parler, là. Je crois que le malheur de l'Ukraine, c'est que une Ukraine plus ou moins fédérale, avec des autonomies, est antinomique avec le projet global d'inclusion de l'Ukraine dans l'Alliance Atlantique. Si l'Alliance Atlantique s'étend, c'est sur des pays qui généralement sont unitaires. À partir du moment où une partie de la population ukrainienne est contre l'adhésion à l'OTAN, il est très difficile à n'importe quel gouvernement d'y accéder. Vous voyez, tout au long de l'histoire de l'Ukraine indépendante, jusqu'en 2014, la population se partageait en deux camps. Il y avait un camp pro-européen, plutôt à l'ouest, un camp pro-russe, plutôt à l'est. Et effectivement, l'adhésion à l'Union européenne ne présentait aucun problème, ni pour l'Est ni pour l'Ouest. À partir du moment où cela a amélioré les conditions d'existence, tout le monde était d'accord. Yanukovych, qui représentait le camp de l'Est, était disposé à signer. Et il a été contraint de renoncer à la signature à cause des Européens, et non pas à cause de sa propre volonté. Une anecdote qui est de l'époque. En février 2013, le président de la Commission européenne, Barroso, déclare que l'Ukraine doit choisir, que si elle choisit l'accord d'association, libre-échange avec l'Union européenne, il faudra qu'elle renonce à son libre-échange avec la Russie, parce que ce n'est pas compatible. Tout le monde dit « Ah oui, c'est normal ». Juillet 2013. Le Premier ministre russe, qui à l'époque était Medvedev, dit à partir du moment où vous avez choisi la voie européenne, nous, on va mettre des restrictions sur nos exportations. Réaction en Europe, et toute la presse s'est manifestée en disant « Quelle honte! Ils font pression sur l'Ukraine !» Mais non, ils ne font pas pression. Barroso avait dit 3 mois avant ou 4 mois avant qu'il fallait qu'ils choisissent. Et bien là, la Russie en tirait les conclusions. Et c'est systématiquement comme cela. Mais à partir du moment où vous avez une Ukraine unie, jacobine, disons, on jugule la résistance du Donbass, eh bien là, effectivement, il y a possibilité d'intégrer l'Ukraine dans l'Alliance Atlantique. Je crois que c'est l'une des raisons qui font que les négociations traînent, et ce sont généralement les Américains, comme on l'a vu récemment depuis que Joe Biden est à la présidence. Les tensions ont commencé à ce moment-là. Avant, Zelensky ne parvenait pas à trouver des solutions, mais à cause de son opposition interne.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de partis en Ukraine, de mouvements qui sont très nationalistes et qui manifestent sous le sigle « Nous ne capitulerons pas », mais il n'y a pas de capitulation. Il y a simplement trouvé des accords pour sortir de la crise. Et aujourd'hui, dans la situation actuelle, on trouve tout à fait normal que l'Union européenne s'élargisse, que des pays qui n'ont jamais eu... De moins en moins normal quand même dans les autres pays. Oui, peu importe. Mais la phraséologie est toujours la même. Ce sont des pays qui n'ont rien ou presque en commun, qui s'unissent pour créer un avenir meilleur. Et de l'autre côté, vous avez un immense espace euro-asiatique qui a fonctionné comme une unité, comme un État unitaire à l'époque des tsars, à l'époque soviétique, même si du point de vue des autonomies, il y avait une fiction, mais c'était un État unitaire, avec une interpénétration économique totale entre ses composantes. Et aujourd'hui, on trouve absurde que l'on cherche à établir des passerelles entre ces différents pays, indépendants aujourd'hui, pour maintenir ne serait-ce qu'une économie viable. Alors d'un côté, c'est bien, c'est formidable, nous sommes tous frères, et de l'autre, oh, les méchants Russes qui veulent envahir les autres. Je trouve que ça devient très, très déplaisant. Non, je voudrais simplement dire que lorsque je parlais qu'il n'y avait pas de problème, ce n'était pas dans l'adhésion à l'Union européenne, c'était dans l'accord d'association, mais à condition que ce soit négocié avec la Russie. Et même Yulia Tymoshenko, avant l'arrivée de Yanukovych comme président, avait fait en sorte de pouvoir négocier à la fois avec les Européens et avec les Russes. Le président Biden a sollicité un entretien, un tête-à-tête avec le président Poutine. Je crois qu'on parle du mois de juin, puisque Biden doit faire une tournée européenne. Bon, on ne sait pas, c'est pas confirmé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, premièrement ? Ce n'est pas confirmé encore officiellement, mais on a eu cette proposition. Par contre, vous avez évoqué cette interview de M. Biden, lors duquel il a traité de tueur notre président. Le lendemain, il a proposé le sommet. Après, quelques jours plus tard, il a introduit des sanctions, des expulsions, etc. Donc, je ne sais pas si on peut avoir la confiance. Nous, on évalue pas par les mots, pas par les paroles, mais par les faits. Alors, on a eu cette proposition, on la considère. Je crois personnellement que la rencontre aura lieu. Je ne peux pas spéculer sur les dates, sur le lieu. Et donc ça va, la question est sur la table. Du côté de Moscou, on laisse entendre qu'il y a un regain de tension dans la zone globale, pas seulement l'Ukraine. On dit notamment qu'il y a un silence assourdissant autour de ce qui s'est passé en Biélorussie. Il y aurait eu une tentative d'assassinat ciblant le président Loukachenko, ses proches. J'ai lu, mais c'est des journalistes, donc j'ai lu que le FSB aurait arrêté des complots, des gens qui étaient mêlés à ce complot en Russie. Qu'est-ce qui se passe ? Le gouvernement biélorusse a fait des déclarations officielles sur ce qui s'est passé. C'était une tentative de coup d'État d'assassiner le président de la Biélorussie avec l'implication des services secrets étrangers. Et donc, ça fait partie de cette politique agressive, politique de confrontation menée par l'Occident, par l'OTAN, par les pays, les États-Unis, les pays proches des États-Unis. Je voudrais peut-être reprendre un peu ce qui a été dit par ma collègue de Moscou sur l'OTAN, parce que de la part de l'OTAN, on voit le renforcement du potentiel, le réarmement, etc. etc. La Russie saura se défendre. Mais la Russie
fait des propositions aussi pour apaiser la situation. Par exemple, nous avons proposé d'introduire, d'adopter un moratoire réciproque pour le déploiement des missiles à portée intermédiaire. Nous avons proposé à l'OTAN une série de mesures de retenue militaire, c'est-à-dire reprendre les consultations, le dialogue entre les militaires, le dialogue direct, réduire les activités militaires sur la ligne de contact entre la Russie et l'OTAN, renoncer aux exercices militaires à proximité des frontières, réunir les militaires pour se mettre d'accord sur les mesures de prévention des incidents involontaires. Il n'y a pas de réponse pour aujourd'hui, mais les positions restent sur la table. Donc, entre Moscou et l'OTAN. Mais ce sont les propositions que nous avons faites, nous avons transmises à tous les pays membres à partir des États-Unis, à Paris aussi. Cette discussion me donne quand même le sentiment que nous avons trahi le pacte de Varsovie. Voilà. Et je pense qu'on l'oublie quand même très souvent. Je vous renvoie à vos ouvrages d'histoire. Alors, j'ai entendu le pacte de Varsovie, mais est-ce que vous pouvez expliciter Nous avions, entre autres, nous étions, entre autres, engagés à ne pas approcher l'OTAN de la frontière russe, les forces armées, etc. C'est un vieux différent. Oui, enfin, c'est un vieux différent. Le pacte de Varsovie a été dissolu, l'OTAN existe toujours. Je me mets, vous savez, il faut toujours se mettre, surtout quand on fait de la géopolitique ou un film documentaire, se mettre à la place de l'autre. Et là, je me mets à la place des Russes. Moi, avoir l'OTAN à ma frontière, alors que j'ai respecté mes engagements avec une dissolution d'un pacte, eh bien, je considérerais cela comme une trahison. Voilà. Et la confiance, alors les mots, là, les actes ont parlé. On ne peut pas comprendre le présent sans avoir un minimum de recul sur le passé, c'est fondamental. Ce qui vous faites référence à l'épisode entre la fin de l'Union soviétique et les Occidentaux, et que Poutine aujourd'hui met en avant en disant « vous n'avez pas respecté votre contrat ». Poutine ne met pas en avant, c'est moi qui le rappelle. Oui. D'accord, mais Poutine le met aussi en avant pour dire « vous n'avez pas respecté votre contrat et donc nous sommes méfiants ». Alors, moi je ne l'ai lu nulle part. En tout cas, quand je prépare mes dossiers, comme je vous l'ai dit, parce que travailler sur la Russie, c'est n'avoir que des ennuis en France. Moi je constate, hein, je fais des fiches, je travaille longuement et je peux vous dire que là la Russie elle n'a rien à se reprocher. C'était en 1996, je travaillais avec Mikhail Gorbatchev sur ses mémoires. C'était un gros challenge parce que les mémoires en russe faisaient 2200 pages et l'éditeur français voulait ramener à 1700. Donc nous avons travaillé pied à pied. Je lui proposais des coupes et lui les refusait. Mais on est parvenu tout de même à faire 1700. Et au moment où l'on parlait justement du traité de Moscou sur la réunification de l'Allemagne, il avait dit c'est dommage, j'avais la parole du secrétaire d'État américain, j'avais la parole du président américain, j'aurais dû leur faire signer sur ça, sur le fait qu'ils s'engageaient à ne pas avancer vers les frontières russes. Bien sûr, c'est bien de rappeler l'histoire. Les Européens ont manqué une occasion énorme dans les années 90 de construire cette maison commune, puisque vous parlez de Gorbatchev. Il y a une boutade qui est, paraît-il, vrai, que m'a transmis, pas seulement à moi, le président de la Commission européenne de l'époque, Romano Prodi,
qui recevait Vladimir Poutine dans son premier mandat, et Vladimir Poutine lui aurait dit, je crois, sous forme de boutade, que diriez-vous, monsieur Prodi, si j'avais dans ma serviette une demande d'adhésion à la communauté européenne? Et beaucoup d'eau a coulé sous les ponts de Moscou et de Paris et de Berlin depuis, et on voit là où on en est. Moi, je pense qu'il faut toujours essayer d'être optimiste. Je parlais des parlementaires qui essaient de se réunir, parler de la société civile. Je voudrais aussi surtout parler du monde du business, du monde de l'économie, auquel j'appartiens. Le monde de l'économie, globalement, que ce soit en Ukraine, en Russie, en France, en Allemagne, il n'est pas satisfait de ces tensions, parce que c'est quelque chose, ce sont des pertes d'activité, il y a un coût énorme. Et je disais, l'Ukraine est actuellement la grande victime économique et sociale. Parce qu'on parle toujours de l'économie, mais il y a aussi social, en termes de chômage, en termes de difficultés de vie, en termes d'immigration, il y a pas... Et puisqu'on a parlé des sanctions, vous avez parlé des sanctions, je crois. Voilà, sanctions, 4 à 5 millions d'Ukrainiens qui sont partis travailler en Russie, en Pologne, en Allemagne, etc. Et les boîtes françaises sont très perdantes. Donc l'Ukraine, c'est d'abord la question, c'est d'abord l'affaire des Ukrainiens entre eux, bien entendu, ça a été dit, c'est tout à fait vrai, mais c'est aussi l'affaire des Européens. Les Américains, ils sont loin. Et dans les Européens, il y a un acteur qu'on n'a pas cité ici, c'est l'Allemagne. Et je pense que l'Allemagne, pas seulement l'Allemagne, moi j'ajouterais aussi l'Italie. Hein, on pense toujours à l'Allemagne, la France, mais il y a d'autres pays en Europe. Les pays d'Europe de l'Est, Pologne et Pays-Baltes, ils ont une obsession et une revanche à prendre, mais l'Allemagne, l'Italie et j'espérerais la France aussi, pourrait jouer un rôle, comme d'ailleurs monsieur le ministre conseiller l'a dit, plus actif. Ça avait commencé quand le président Poutine est allé rencontrer Emmanuel Macron au fort de Brégançon, quand il y a eu une tentative de relance du format Normandie. Et je crois qu'il faut vraiment espérer, parce que c'est en tout cas l'espoir des populations, de la société civile et du monde économique, qu'on va dépasser. Bien sûr, il y a l'histoire, il y a ce qui s'est passé, mais on est aujourd'hui, en 2021, il faut penser à l'avenir de tous ces peuples et l'avenir de la jeunesse ukrainienne et de la jeunesse européenne. Un mot justement sur l'Allemagne, vous avez raison, c'est un vrai sujet. On a le sentiment que l'Allemagne tient parfois un double discours, un discours officiel et puis un discours un peu plus pragmatique et concret, aiguillonné en particulier par ces gros industriels, ces entreprises importantes qui veulent faire du business avec l'Est. Est-ce que l'Allemagne est un facilitateur dans la résolution de la crise ukrainienne, ou est-ce que l'Allemagne est... quelle est la position réelle allemande? Je pense que d'ailleurs, c'est l'idée même du format Normandie. Vous avez remarqué, dans ce format Normandie, il y a un absent. Le 4e partenaire dont vous avez cité n'en fait pas partie, et c'est pour ça d'ailleurs que les États-Unis n'aiment pas du tout ce format Normandie, pour cette raison-là. Donc je pense que l'Allemagne, il y a toujours des discours politiques qui sont très conjoncturels pour l'opinion publique, mais il y a la réalité. Et s'il y a un pays, s'il y a une nation qui est pragmatique, aujourd'hui en tout cas, c'est bien l'Allemagne, et qui est proche des intérêts de son monde économique. Et je pense que ce serait bien que la France le soit peut-être encore plus. Oui, vous êtes un homme évidemment optimiste, vous, sur la relation franco-russe, mais quel est l'état des lieux? Est-ce que vous pensez vraiment que la machine est grippée? Est-ce que vous pensez que la machine peut reprendre de manière constructive? Il y a eu plusieurs tentatives qui ont été rappelées. On sait aussi qu'il y a eu de nombreux grains de sable entre les différentes tentatives. On ne va pas tous les citer, mais où on en est? Alors, au-delà des déclarations officielles, oui, je suis optimiste. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'état de cette relation et la capacité d'Emmanuel Macron à faire valoir cette voix un peu particulière que la France traditionnellement fait valoir dans le monde? Sur ce dossier, bien sûr. Nous l'espérons beaucoup, et nous soutenons le président de la République dans cette mission. Merci pour la question sur les relations bilatérales entre la Russie et la France. On a déjà évoqué aujourd'hui la rencontre, le sommet à fort de Brégançon, qui a donné un élan assez fort, une impulsion assez forte à ces relations. Ça marche, elle n'est pas à l'arrêt.
la relation entre la France. Peut-être il y a des lenteurs, oui, il y a des empêchements, mais quand même on avance. On avance. Après le sommet à Fort-de-Brégançon, nous avons réussi à réaliser la décision de deux présidents, de nos deux chefs d'État, d'élaborer une feuille de route. Ce sont les 13 domaines dans lesquels, qui composent le dialogue stratégique entre la Russie et la France. Les questions sont, c'est un très large spectre, à partir de l'espace, l'énergie, cybersécurité, la lutte contre le terrorisme, les conflits, les crises régionales. Il y a beaucoup de sujets à parler. On a même réussi, même lors de la pandémie, faire des réunions, des groupes de travail bilatérales, pendant lesquels le dialogue était très professionnel, dépolitisé. Pas dans tous les cas, mais quand même. Aujourd'hui, avant-hier, on a eu ici le vice-ministre des Affaires étrangères, M. Bogdanov, qui a fait d'autres tours de consultation bilatérale avec les collègues du ministère des Affaires étrangères français sur Moyen-Orient, Afrique du Nord et l'Afrique. Aujourd'hui et demain, à Moscou, se trouve l'ambassadeur français pour les pôles, pour l'Arctique et l'Antarctique, pour mener les consultations avec la partie russe sur ces sujets-là, en vue de la présidence de la Russie dans le Conseil arctique. Donc, nous continuons à travailler. On a la feuille de route que nous réalisons. Pour le futur, comme je vous ai dit, nous sommes très ouverts au dialogue et nous sommes très ouverts au travail concret. Il y a des propositions, mais je ne voudrais pas approfondir sur le concret parce qu'on n'a pas encore de décision. On est en train de les faire. On est un chantier ouvert. Sur l'Ukraine, vous dites mais sur l'Ukraine, il y a le format où nous sont présents avec les Français, le format de Normandie. Ça n'empêche pas de parler bilatéralement sur l'Ukraine, ce qui était le cas il y a quelques jours lors de l'entretien téléphonique entre nos deux présidents. Donc on continue à parler sur l'Ukraine aussi. Merci beaucoup pour cette perspective vraiment d'actualité sur les relations franco-russes. Sur l'Allemagne, mais avant vous avez parlé de l'Arctique. Il y a 2 ou 3 jours, j'ai vu un article dans la presse française qui disait « Mais qu'est-ce que les Russes font dans l'Arctique ?» Peut-être que c'était une préparation de la visite de M. l'ambassadeur. Sans doute. Et non, en ce qui concerne l'Allemagne, je crois que l'Allemagne est très pragmatique, effectivement. Ces derniers temps, elle n'a pas eu une attitude, disons, très positive dans le cadre, justement, du format Normandie. Elle est restée très en retrait. Et cela s'explique parce qu'elle ne veut pas, sans doute, agacer les Américains, alors que l'affaire du gazoduc Nord Stream 2 est toujours sur le feu. Voilà. Donc, je crois que l'Allemagne ne s'engagera réellement sur des négociations dans le cadre du format Normandie, en faisant notamment pression sur Kiev, parce que c'est là que ça bloque, que lorsque tout sera apaisé. C'est-à-dire, à mon avis, c'est pas demain la veille. Aujourd'hui, nous nous réunirons à la veille d'un anniversaire, le 9 mai, de la grande victoire. Et je voudrais vous inviter de prendre des brochures. Il y a des brochures ici, vous pouvez les récupérer, avec un article, avec un essai,
écrit par notre président, président Poutine, 75 ans depuis la grande victoire. Responsabilité commune devant l'histoire et l'avenir. Et juste, je veux citer ce qu'il a écrit parce que ça a lien avec le thème d'aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui. Alors, ce qu'il dit nos présidents, et je partage cette opinion, en nous fondant sur notre mémoire historique commune, nous pouvons et nous devons nous faire confiance. Cela servira de fondement solide pour les négociations réussies et des actions coordonnées afin de renforcer la stabilité et la sécurité sur la planète, pour la prospérité et le bien-être de tous les États. Pour ne pas dire plus, c'est notre devoir commun et notre responsabilité devant le monde entier, devant la génération actuelle et les générations futures. Donc je voudrais terminer cette réunion peut-être par ces mots. Alors on termine avec la diplomatie. Merci beaucoup à tous. Merci Karine Béché-Golovko d'avoir été avec nous malgré ces petits problèmes techniques de son. Merci à tous qui nous avez suivis ici et sur les réseaux sociaux. Et à très bientôt peut-être.